À la présentation Projet Énergie Saguenay, un risque inconsidéré, je vais vous présenter maintenant quelques diapos supplémentaires qui, je l'espère, vont vous permettre d'avoir une meilleure idée du projet. 2 points seulement. Le tracé du futur gazoduc, s'il est construit, et encore d'autres comparaisons entre les filières du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié et d'autres filières énergétiques. Voyons d'abord le tracé du futur gazoduc. À partir de l'avis de projet et de quelques communiqués récents, j'ai pu fabriquer ce tableau où l'on peut voir pour les différentes régions traversées par le gazoduc quel serait le nombre de municipalités qui sont touchées, le nombre de propriétaires, la longueur du tracé dans chacune des régions, la longueur en zone agricole, de même que le nombre de postes de compression, le nombre de vannes et les cours d'eau. Malheureusement, on ne dispose pas encore de toutes les informations, que ce soit le nombre de cours d'eau ou le nombre de propriétaires visés. Déjà, on peut quand même se rendre compte qu'il y a 19 municipalités touchées, que la longueur du tracé en territoire québécois serait de 715 km, 317 en Abitibi-Témiscamingue, 163 en Mauricie et 235 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En zone agricole, on a un peu moins que 10% de la longueur du tracé, soit 57 km. 2 postes de compression sont prévus et environ 25 vannes pour couper le flux du gaz si le besoin l'exigeait. Donc, j'ai réparti ces 25 vannes selon la longueur du tracé dans chacune des régions. Il est à noter que nous aurons certainement un poste de mesurage à Saguenay, près de l'usine de liquéfaction, et que s'il y avait des impacts, il pourrait se faire sentir dans 6 bassins versants principaux, dont 3 se jettent dans l'océan Arctique. À partir du triangle de l'Est, du nord-est de l'Ontario, le gazoduc pourrait se connecter au réseau de TransCanada, traverser la frontière, passer au nord de la localité de la ville de Rouyn-Noranda, passer tout près de certains esquerres et se diriger vers la partie est de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans cette seconde carte de la région, on peut voir que le gazoduc passe au nord de Malartic et Val-d'Or et de la communauté de Lac-Simon et qu'elle traverse des zones, des régions à côté où on retrouve des stations d'eau potable, de prélèvement d'eau potable. Et ici, on a le poste de Lacombe qui serait un poste de compression. L'emplacement exact n'est pas encore connu. Le gazoduc poursuit sa route au travers de certains esquerres et passe au sud de Sainte-Terre pour en arriver à la troisième partie du tracé en Abitibi-Témiscamingue. Sur cette troisième carte, on s'aperçoit que le gazoduc, une fois passé Sainte-Terre, longe la voie ferrée et se dirige, contourne un certain nombre d'aires protégées qui sont ici indiquées dans une couleur un peu verdâtre, et ensuite traverse la région pour atteindre la région de la Mauricie. Une fois en Mauricie, on voit que le gazoduc passe en des zones très peu peuplées. Donc, on se dirige ici vers le sud du réservoir Gouin qui est ici au nord.
et que l'on contourne en quelque sorte ici pour finalement quitter le territoire mauricien. Il est à noter que le gazoduc passe à peu près à mi-chemin entre les communautés Atikamekw d'Obetchwan au nord et de Wemontachi au sud. Maintenant, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le tracé du gazoduc, toujours indiqué ici en noir, euh, traverse la municipalité de Lac-Achouapmouchouane et se dirige vers le lac Saint-Jean. Mais avant de redescendre vers le lac, il y aurait le poste de compression que j'ai appelé ici de Saint-Prime parce qu'il est localisé à proximité de la municipalité de Saint-Prime. Et on voit que le gazoduc se rapproche du lac et des territoires agricoles. Le gazoduc passerait ensuite sous la route 155 entre Saint-François-de-Salle et Chambord, puis passerait au sud de la municipalité de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, d'Héberville, traverserait un projet de réserve protégée du lac Kenogami, donc se situerait au sud du réservoir Kenogami, et ensuite bifurque vers Ville de Saguenay pour atteindre éventuellement le site de Grand-Anse où se trouve l'étoile ici, où se trouve l'usine de liquéfaction. Second point, en ce qui concerne la comparaison des différentes filières énergétiques, évidemment, l'emphase est toujours mise au niveau de l'empreinte carbone des filières. Voici ici les résultats d'une étude de 2009 concernant l'approvisionnement européen en gaz naturel liquéfié. Et ici, nous avons en ordonnée l'empreinte carbone exprimée en kilos d'équivalent CO2 par gigajoule. Et on peut voir ici pour le gaz naturel ce qui est dû à la combustion, donc environ 57 kilos par gigajoule. Et puis ensuite, les émissions qui sont en amont, qui sont représentées en rose. Donc, on peut voir que en ce qui concerne l'approvisionnement via pipeline, on a des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent se situer entre 60 et 80 kg par gigajoule et qui demeurent quand même substantiellement plus faibles que pour l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié. Évidemment, si on compare avec le charbon, on se situe un peu en deçà de l'empreinte carbone, mais si on compare au mazout, au bunker, aux huiles lourdes, on se retrouve à peu de choses près au même niveau. Donc, ce qu'il faut noter également de cette étude, c'est que le potentiel facteur de réchauffement planétaire qu'on a utilisé pour le méthane, c'en est un qui est un peu plus ancien, un peu plus désuet, qui est de l'ordre de 25. Si on utilise celui actuel de 36, eh bien on verrait que les écarts entre les filières du gaz naturel se rapprocheraient de celles pour le pétrole et le charbon. Ici, on retrouve encore le même genre d'études d'analyse de cycle de vie. Et on a les unités ici en kilos par gigajoule ou en grammes par mégajoule. Évidemment, ce sont les mêmes nombres. Et on peut voir si l'on soustrait le 57 kg par gigajoule qu'on a vu à la diapositive précédente, on se retrouve avec des empreintes en amont de l'ordre de 17, 20, 29 en ce qui concerne évidemment l'approvisionnement européen en gaz naturel liquéfié. Si on va du côté du Qatar, on a moins. Et si on va du côté des États-Unis, on a une valeur de l'ordre de 24 kilos par gigajoule. Et si on compare avec l'approvisionnement en gaz naturel, évidemment, on a des valeurs beaucoup plus faibles. Parce qu'on sait que pour liquéfier le gaz, on a besoin d'énergie et souvent, on utilise le gaz naturel
comme source d'énergie. Encore là, notons le potentiel de réchauffement planétaire qui est prix égal à 25, qui est pris sur un horizon de 100 ans. En 2014, Cooper a évalué l'empreinte carbone de différentes centrales électriques. Et on reconnaît dans la première partie du tableau les filières carbonées, alors que dans la seconde partie, nous avons les filières décarbonées. Et on peut voir que les écarts entre les filières du gaz naturel et celles décarbonées, on a un facteur de jusqu'à 100 en ce qui concerne l'hydroélectricité et peut-être un peu moins pour l'éolien, mais quand même au moins un facteur 5 par rapport au solaire photovoltaïque. Donc, si l'on compare le gaz naturel avec le charbon, évidemment, il semble avoir un avantage, quoique avec les barres d'erreur, on s'y approche. Mais si on compare avec les filières décarbonées, eh bien là, il n'y a pas photo, si on peut dire. Les filières décarbonées sont grandement avantagées, et d'autant plus qu'ici, on est dans des décades d'écart, alors que jusqu'alors, lorsqu'on comparait entre les filières énergétiques fossiles, nous en étions à 30, 20, 10, 15%, donc des écarts beaucoup plus faibles, pour ne pas dire insignifiants. Un autre facteur qu'on oublie souvent, c'est lorsqu'on veut substituer le charbon par du gaz naturel, qu'on pense à des centrales énergétiques. Évidemment, ça nécessite de l'argent, des investissements, mais également du temps. Donc ici, on a un graphique qui démontre que si on a un taux de fuite sur l'ensemble de la filière du gaz naturel de l'ordre de 5%, et qu'on remplace les centrales au charbon par des centrales au gaz à la hauteur de 1% par année, on se retrouve ici avec la courbe en bleu, et on peut voir qu'après un siècle, on a à peine une diminution des gaz à effet de serre de 20%. Donc, on voit très bien que cette substitution-là demande énormément de temps. Or, le temps, on n'en a pas. Je pourrais multiplier les exemples dans différents pays, mais en ce qui concerne le Québec, il y a quand même quelques données que je peux vous laisser. Premièrement, une étude de Gaz Métro qui disait que si on convertissait tout le mazout et tout le diesel au gaz naturel, on pourrait gagner, on pourrait réduire finalement nos émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 7 mégatonnes. Mais compte tenu des émissions du Québec qui sont plutôt de l'ordre de 80, eh bien, le maximum de réduction qu'on peut espérer gagner, c'est 8%. En ce qui concerne une référence plus récente de Pinot et Odette en 2015, tirée de l'état de l'énergie, eh bien, si on ajoute au mazout et au diesel tous les autres produits pétroliers avec le propane, en incluant le propane par exemple, eh bien, au mieux, on pourrait économiser 11 millions de tonnes, soit 13% de notre inventaire de gaz à effet de serre. On voit donc que de prendre énormément de temps et d'énergie et d'argent pour procéder à cette conversion, eh bien, ça demeurerait vraiment insuffisant. Insuffisant par rapport à nos cibles de réduction du Québec, qui sont de moins 37,5% pour l'horizon 2030 et moins 80% pour 2050. En fait, il faut se rendre compte qu'à chaque année qui passe, la porte se referme de plus en plus vite, et que dans le dernier rapport du GIEC, les scientifiques recommandent plutôt une cible de moins 50% pour 2030 et d'avoir une société carboneutre pour 2050. Donc, on voit bien, à la lumière de ces quelques chiffres, que si l'on substitue une filière énergétique pour une autre, qu'on doit utiliser une énergétique dont l'empreinte carbone serait d'au moins un facteur 5
inférieur, 5 fois moins. Donc, de les jouer à la frontière, à la marge, avec des réductions de l'ordre de 20 ou 30 je crois qu'on n'est plus là et on va être de moins en moins là. J'espère vous avoir convaincu avec ces quelques diapositives du fait que les filières du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié sont des voies à ne pas suivre, que ce soit ici au Québec ou ailleurs sur la planète. Et je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions sur cet exposé, je vous prie de me joindre par courriel à l'adresse scienceblanche@gmail.com. Merci.